Estelle, bonjour. Salut. On se retrouve pour une investigation dont tu ne connais pas le sujet. Et si tu es prête, on peut démarrer. On peut y aller. Dans un premier temps, respire, inspire et expire profondément. Remplis ton corps d'oxygène. Et je vais compter à l'envers de 10 à 1. Et Estelle, comment tu te sens? Ça va. Et j'aimerais que tu te connectes au terme troisième œil et que tu me dises ce que tu perçois ou que tu visualises. Je vois comme une boule d'énergie qui, qui traverse comme physiquement le crâne et non physiquement qui se rattache à d'autres corps énergétiques. Mhm. Maintenant, tu vas te connecter au mot glande pinéale. Et dis-moi ce que tu vois. Je vois le cerveau et une zone dans le cerveau qui clignote. Mhm. Si tu vois autre chose. Non, c'est juste cet élément qui est mis en surbrillance. D'accord. Dis-moi quelles sont les caractéristiques, propriétés, conditions qui sont connectées à cette glande endocrine. J'ai Dis-moi pas su. simplement, ouais, dis-moi J'ai pas. simplement ce que tu vois, hein. Juste, il y a des connexions qui se font dans tout le corps, comme si ça gérait plusieurs choses dans le corps et Mhm. ça, c'est comme si ça régulait aussi, comme ça aidait à réguler comme des corps énergétiques qui seraient à côté. Enfin, je vois, si je prends, je vois tout le corps ou avec les différents organes, tous les organes sont plus ou moins reliés à d'autres corps. Ça fonctionne ensemble comme ça, comme Mhm. un, comme un récepteur physique de ton corps ou d'une zone particulière. Et, euh, et cette glande-là est aussi reliée à des corps. D'accord. Y a-t-il une relation entre la glande pinéale et le chakra? Ça interagit, mais comme tous les autres organes, en fait, ça, c'est relié à cette zone-là, mais c'est relié aussi à d'autres zones. Je vois aussi d'autres corps. C'est comme si. Mais c'est pareil pour tous les organes, ça récupère des informations, ça les traite et c'est comme si ça redistribuait aussi à l'intérieur du corps. Mhm. Ok. Observe l'épiphyse pendant la nuit, plus précisément dans la phase onirique. Hum, J'ai l'impression que il y a beaucoup de messages qui sont comme envoyés, transmis, reçus. Hum, Comme si en fait il y a
comme s'il y avait un corps en particulier qui s'éloignait plus que les autres, et c'est ce corps-là qui envoie les informations, et on lui envoie d'autres informations. Ça communique entre le corps qui est extérieur, le corps qui n'est pas physique, et le corps qui est physique. Il y a des informations qui sont transmises, mais ça n'a rien de conscience. C'est comme un programme dans le fond, dans le bac. C'est comme en programmation, ce qu'on appelle le back-end, tout ce qui est communication entre les machines. C'est pas ce qu'on voit réellement, c'est derrière. Quand tu me dis corps, tu me parles un des corps énergétiques? Il y a un des corps énergétiques qui est plus haut que les autres dans cette phase de sommeil, qui est comme plus loin, éloigné. Je sais pas s'il est juste plus loin, mais toujours dans cette dimensionnalité, ou dans une autre dimensionnalité. En fait, c'est comme un peu mélangé. Et je vois un gros lien qu'il y a sur cette partie du cerveau, et qui récupère des informations sur ça, sur ce corps-là. Observe son fonctionnement pendant un changement géomagnétique. Moi, je vois comme un changement de polarité énergétique dans le sol, ou tu sais, dans ces lignes telluriques qui passent un peu partout. C'est comme ça que moi je vois et perçois cette question là en particulier. Et je vois pas nécessairement de changement particulier au niveau de cette glande là. Je dirais qu'il y a comme un changement où tous les organes vont percevoir quelque chose, parce qu'un des corps particuliers qui est lié à cette énergie-là, ou qui est capable de le percevoir, va pouvoir communiquer l'information aux organes à l'intérieur, mais je vois pas spécifiquement quelque chose sur cette glande-là. D'accord. Observe le contenu informatif de l'hormone de la mélatonine produit par la glande pinéale et décrit sa fonction en rapport aux divers plans dimensionnels. C'est c'est comme si ça c'est pas l'hormone en elle-même qui fait quelque chose. C'est encore une fois, c'est comme si cet organe-là joue un rôle d'émetteur. Et une fois que ces hormones-là sont dans le corps, c'est comme si il envoyait des informations à ce corps éthérique, comme si à un moment donné, un tel pourcentage d'hormones, il y avait comme un détachement. En fait, c'est vraiment une communication entre les deux. C'est même pas juste l'un qui reçoit les informations de l'autre. C'est en constante communication. Il y a vraiment de grosses analogies pour moi avec l'informatique. C'est comme deux programmes qui discutent l'un avec l'autre, qui comme changent un peu leur position en fonction de ce que l'un envoie comme information à l'autre. Mais du coup, ouais, il y a comme je vois un pourcentage, comme un certain pourcentage de cette hormone qui serait présent dans le corps, qui enverrait une information. Mais cette hormone serait aussi gérée en fonction de ce corps, comme si le fait qu'il se détache un peu, qu'il s'éloigne un peu, génère plus d'hormones. Enfin, les deux fonctionnent ensemble de manière indissociable. D'accord. Qu'est-ce qui se produit dans le corps physique et dans le corps éthérique quand la molécule pinéaline est présente dans la glande pinéale? Pour moi, cette molécule, elle est toujours là, elle est toujours là. Je pense que, enfin, j'ai l'impression, d'après ce que je vois, que ça, des informations que j'ai, que c'est une molécule qui va comme accroître et être là de manière plus intense par moment. Et comme si, quand elle est
là en plus grande quantité, elle reçoit plus d'informations de l'extérieur. C'est comme si elle aidait cette glande-là à supporter les informations qui sont en train de revenir. J'en vois par exemple plus quand on est dans cet état de sommeil où il y a beaucoup d'informations à recueillir et envoyer. Euh, j'ai l'impression que pour moi, dans un état d'éveil normal où on va faire les choses du quotidien, elle est moins présente et moins nécessaire. D'accord. La glande pinéale peut-elle stimuler l'auto-guérison? C'est un peu bizarre comme, enfin, bizarrement tourné comme question parce que en fait c'est pas tellement juste cet organe-là qui peut auto-guérir, c'est tous les organes en fait sont reliés à plus grand et peuvent s'auto-guérir en fait. C'est pas juste cet organe-là qui va chapeauter tout le truc. J'ai l'impression que tout est entremêlé, tout est orchestré sur le même plan. Elle a pas plus d'importance que d'autres. J'ai pas l'impression qu'il y a une hiérarchie particulière. Et si tu isoles juste, si tu l'isoles, la glande pinéale, imaginons, tu vois pas le reste du corps, qu'est-ce qui peut stimuler son auto-guérison? L'information. L'information qui est récupérée par les corps éthériques, le corps non physique. Elle récupère ces informations-là et c'est comme ça l'aidait à se régénérer. Euh, comme une intention, mais c'est toujours comme derrière, comme pas conscient. Et sur le plan physique, admettons, qu'est-ce qui pourrait stimuler cette glande pour justement aller vers un mieux physiquement? En fait, c'est comme si il y avait quelque chose qui s'était délié, dénoué, comme que tu vois, comme quand quelqu'un se relâche et souffle et pas qu'il oublie un mal-être, mais c'est comme la détente en fait, comme un sentiment de détente qui aurait un rapport entre. Enfin, je vois la situation d'avant où il y aurait eu une problématique où on aurait besoin de guérison, la situation où la guérison commence, il y a vraiment comme si on relâchait en fait. D'accord. Il y a un moment où il y a une coupure et où comme s'il y avait eu un nœud très 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 fort qu'on délie. Ok. Euh, dans le présent, Estelle, tu vas, sur une échelle de 1 à 10, mesurer l'activité de la glande pinéale de la population mondiale. Ouais, une moyenne sur tout ce qu'il y a. Parce que je vois dans plusieurs zones, du coup, c'est pas ça, c'est vraiment la moyenne. Sur une échelle de 1 à 10. Ouais, moi je vois 3-4. Mhm. Mais il y a vraiment des régions du monde où je vois des points, par exemple, je vois certains points en Afrique, je vois certains points euh, comme des. Je sais pas si c'est juste individuel ou des groupes, mais j'en vois Mhm. en Asie, enfin un petit peu partout, il y a des petits points plus lumineux où on est vers du 8, 7, où les informations entrent et sortent de manière beaucoup plus fluide, Mhm. où ça communique super bien. Mais il y en a très très peu et ouais, la plupart c'est si peu éclairé, si peu lumineux par rapport et du coup ça représente plus des 1, 2 sur 10. Mhm. D'accord. Pourquoi il y a ce tel déficit
dans l'activité de la glande pinéale? Moi, ce que je perçois, c'est le mode de vie qui Mhm. permet pas en fait au corps actuel de générer suffisamment ces molécules, de les générer en fait. J'ai l'impression que ça se génère. Et dans certaines régions du monde, c'est comme si, en fait, c'est comme je perçois ça comme un sens. Tu vois, il y a des personnes qui vont avoir un sens de l'odorat qui va être beaucoup plus développé parce qu'ils en ont besoin pour chasser, pour tracer des animaux dans la forêt, etc. Mais dans notre mode de vie actuel, en Occident, par exemple, on n'a pas tellement besoin de ce sens-là. C'est pareil avec, j'ai l'impression, avec la glande pinéale, avec les molécules à l'intérieur. C'est pas sollicité, donc il y en a pas tellement besoin. Les informations sont juste très succinctes. Les informations qui sont échangées, c'est juste pour la survie, en fait. J'ai vraiment l'impression que s'il n'y a pas d'information qui est échangée, c'est pas seulement juste pour la glande, mais pour tous les organes, j'ai l'impression que le corps meurt, en fait. S'il n'y a Mhm. pas d'échange entre les corps subtils et les corps physiques. Donc c'est Mhm. important, mais en même temps, c'est sous-exploité pour nous, dans notre mode de vie. On n'en a pas besoin. D'accord. Alors, la question suivante, c'est y a-t-il des êtres humains ici et maintenant conscients qui ont un bon fonctionnement efficace de la glande pituitaire? Alors, la glande pituitaire, elle est légèrement en dessous de la glande pinéale. La question c'était s'il y a des gens qui utilisent à plein, à Alors, 100%. non, non. En fait, c'est dans le présent maintenant, Mhm. est-ce qu'il y a des humains conscients qui ont un bon fonctionnement efficace de la glande pituitaire? Conscients, qui sont conscients de différentes réalités, etc. C'est comme ça que tu interprètes conscient. Alors, Parce que dans ce cas-là, oui, il y en a certains qui... Mais encore une fois, c'est très peu, et c'est vraiment pas une majorité des gens qui ont conscience de ces mondes-là, mais d'une manière générale, ceux qui ont conscience ont une activité un peu plus... Et encore une fois, ils utilisent ce sens-là. mhm. Ah ouais. Et donc là, on parle de la glande pituitaire. Alors, la glande pituitaire, elle est un petit peu, comme je te disais, en dessous de la Mhm. glande pinéale. Et elle aussi, elles ont un peu le même fonctionnement toutes les deux, hein. Elles régulent les hormones, enfin, le bien-être en général. Mhm. Euh, donc voilà. Est-ce qu'il y a un bon fonctionnement efficace de la glande pituitaire sur les humains dans le présent? Mais en fait, si tu veux, moi, quand je vois glande pinéale, en fait, il y a vraiment les deux parties. J'ai toujours vu une séparation entre deux trucs. Et pour moi, c'est l'ensemble. Depuis le début de tout ce que je te dis, je te parle de l'ensemble Ouais, de ces deux d'accord. parties-là. Mhm. Euh, et du coup, pour revenir à la question, globalement, c'était ça globalement, les humains, sans pour autant parler des gens conscients, mais c'est la même question que tout à l'heure pour moi. Ouais, d'accord, je vois. Du coup, ça fonctionne pas super bien à cause du mode de vie global occidentalisé des personnes. D'accord. Donc la question suivante, c'est comment ils le vivent? D'avoir une glande qui fonctionne moins bien. Mhm. Bah, en fait, c'est normal, c'est juste une perception, peut-être un corps qui va guérir moins rapidement parce que c'est une communication qui se fait entre les organes et les corps éthériques qui se fait moins bien.
Encore une fois, parce que la glande pinéale, du coup, n'est pas la seule à discuter avec tout ça. Et j'ai l'impression que je t'ai dit que tout était lié ensemble, mais du coup, si on retrouve moins de cette molécule à l'intérieur de cette glande, il y a aussi les autres organes qui comme discutent moins bien avec les corps éthériques. Mais c'est comme si eux aussi, ils avaient une propre hormone, enfin une propre molécule à l'intérieur qui gérait ça. C'est pour ça que c'est pas, enfin moi je perçois pas ça comme une molécule comme physique, mais comme une molécule éthérique qui fait ce Mhm. fonctionnement. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui, j'ai j'ai pas les noms du tout, mais quelque chose qui récupérait cette information-là et qui faisait en sorte que ce qui était éthérique, l'information éthérique arrive dans l'organe. Mais du coup, ce que ça génère, c'est une guérison un peu moins rapide, euh, comme une stabilité comme émotionnelle, mais qui est aussi en rapport avec je sais plus comment ça s'appelle, mais le fait que tout fonctionne bien à l'intérieur. C'est Mhm. l'homéostasie, c'est peut-être pas le mot, mais c'est le mot qui vient tout de suite. D'accord. Quelque chose qui reste bien ensemble et bien balancé. C'est comme si ça fonctionnait pas tellement en harmonie à l'intérieur. Alors que quand il y a plus de cette molécule, il y a plus de communication vers l'extérieur, vers les corps non physiques, et j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'harmonie à l'intérieur et aussi avec ce qui entoure. En Mhm. fait, ça prend des proportions beaucoup plus larges. Il y a comme une communication avec l'extérieur qui est beaucoup plus fluide, présente, alors que chez les personnes qui ont, sur cette échelle de 1 à 10, qui sont à 1 ou 2, il n'y a quasiment pas de communication avec l'extérieur. Dis-moi si oui ou non, il y a eu un temps où la glande pituitaire fonctionnait parfaitement. J'ai l'impression qu'on est bien avant ce temps-là. J'ai l'impression d'être euh, avant les pyramides, avant vraiment tout ce qui est histoire, limite dans cette temporalité, tu sais, qu'on avait vu Mhm. qui était lock dans le temps. Euh, Parce que, encore une fois, le mode de vie permet, permet cette grande ouverture, enfin ce grand nombre de molécules à l'intérieur qui fonctionnent bien et qui laissent communiquer tous les corps ensemble. Encore une fois, c'est vraiment de base en fait. C'est comme si il y avait l'éducation, tout ça, vraiment le mode de vie qui fait que en fait c'est ouais, Mhm. le corps génère ça de lui-même et les communications sont fluides Mhm. et existantes. Tu peux me donner un moment concret où, enfin quand exactement sur la ligne temporelle elle fonctionnait parfaitement? Tu peux me donner une date? Moi, je perçois comme moins 50 000, entre moins 50 000 et moins 25 000. D'accord. Sur toute la planète? Oui. Ok. Donc on Après, il revient y a toujours à toujours dire, ouais. des individus qui ont une production un peu plus basse, mais Mhm. comme de tous, on n'a pas tous le même odorat, on n'a pas tous le même vue, etc. Mhm. Ça fluctue, mais on peut, enfin, il y a clairement une différence entre maintenant et avant. Mhm. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas une, voilà, des glandes qui fonctionnent parfaitement bien, ça nous porte préjudice ou ça n'a pas d'importance? Bah, ça peut nous porter préjudice dans le sens où il nous manque un sens. C'est comme s'il nous manquait un sens important. Il nous manque des informations qui peuvent être importantes. C'est quand même plus pratique quand tu peux communiquer avec la nature, communiquer avec les animaux, communiquer
avec autrui, mais pas forcément avec le langage, avoir toutes les communications qui fonctionnent bien, avoir cette balance à l'intérieur du corps, des organes qui fonctionnent bien. Enfin, c'est juste qu'on serait plus fonctionnel et moins cassé en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai, c'est un peu, on est un peu cassé. Mhm. D'accord. Mais ça nous empêche pas de vivre. C'est juste que c'est comme un aveugle, et ça l'empêche pas de Mhm. vivre. C'est juste que c'est plus agréable de voir quand on sait ce qu'on peut voir. Ok. J'aimerais qu'on revienne au corps que tu m'as parlé tout à l'heure, tu sais, pendant Ouais. la phase onirique. Mhm. Ce corps, j'aimerais que tu l'identifies et que tu me dises pourquoi il est si éloigné. Est-ce que c'est la même chose pendant la journée? Même pendant la journée, il est un peu plus, il est présent avec les autres. C'est comme un corps qui voyage, qui pendant le sommeil, qui va voir d'autres choses, comme s'il alimentait les autres corps. C'est un peu comme si s'il restait pendant la nuit, c'est comme si ça, ça flétrissait, ça fanait, alors que en partant et en allant explorer d'autres choses, Mhm. ça permettait de faire fleurir l'intérieur. C'est très imagé, mais c'est, c'est comme très important que ce corps-là se détache un peu du reste et Mhm. aille voir autre chose. J'aimerais que tu observes ce corps quand il se détache, on va dire, entre parenthèses, Mhm. et que tu me dises qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va chercher. C'est comme si c'est c'est un peu il crée. C'est comme s'il crée, mais en même temps il récupérait des informations comme pour soit régler des problématiques. C'est comme si avec une énergie à l'intérieur, il part comme avec une énergie de base à comme réguler ou à modifier et ouais, il crée à partir de ça, il récupère des informations de je sais pas où ailleurs, partout, pour essayer de comprendre que faire avec cette émotion. C'est un peu ça que je ressens. Il part avec quelque chose et il revient avec autre chose. Est-ce qu'il communique avec d'autres corps? Euh, Pas directement, c'est comme. Enfin, je sais pas, quand tu es au téléphone, est-ce que tu es directement en communication avec quelqu'un? Oui, d'une certaine manière, mais c'est pas. C'est vraiment comme si c'était le téléphone avec comme une centrale et ça prend l'information de la Mhm. communication. Enfin, c'est pas directement un corps qui va aller voir un autre corps. C'est un peu plus comme centralisé en fait, Mhm. récupérer une information centrale. Est-ce que tu veux me dire si nos rêves ont un lien avec ces activités de ce corps la nuit? Oui, en fait, c'est les informations qui sont récupérées par du coup la glande Mhm. sur ce corps qui comme génère ces informations que le cerveau nous retransmet dans les rêves. Un peu à sa manière, mais comme il peut, mais c'est l'idée. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé de la molécule pinéaline présente dans la glande pinéale et tu m'as dit qu'en fait, elle était toujours là. Mhm. Sur le plan physique, bah, admettons, quand les médecins font des recherches, eux, ils la voient pas présente, Mhm. cette molécule. Moi, j'ai l'impression que si. En fait, c'est très bizarre parce que, comme je te disais, je ne sais pas si c'est une molécule qui est éthérique ou si c'est une molécule qui est physique. En fait, j'ai l'impression que il y a comme une. Enfin,
comme ce qu'on pourrait appeler une molécule qui récupère l'information et qui la transmet à quelque chose qui est physique. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui récupère cette information et qui pourrait être appelé cette molécule particulière. Ça c'est physiquement visible euh, D'accord. par les scientifiques. Je vois pas comment ça pourrait ne pas être visible. Enfin, c'est physique, quoi. C'est-à-dire que soit on n'a pas les outils parce que c'est trop petit, soit ils l'ont pas encore trouvé, mais ça existe réellement et c'est ça qui fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Après, est-ce que c'est réellement le nom de cette molécule-là pour le coup, je saurais pas te dire. J'ai l'impression, mais je sais pas. D'accord. Estelle, on parle souvent de calcification de la glande pinéale. Mhm. Est-ce que cette calcification a un lien avec le nombre que tu m'as donné tout à l'heure par rapport à l'échelle mondiale de l'activité de la glande pinéale? Moi, j'ai l'impression que c'est un phénomène qui se produit quand il y a peu de communication. C'est comme si euh, il n'y avait pas assez de nourriture qui passait et que du coup Mhm. elle devient inutile et comme un phénomène naturel qui se produit quand l'organe en particulier n'est pas utile ou D'accord, comme rejeté en fait d'accord. c'est un peu le sentiment que j'ai comme rejeté par le reste du corps. Ça, c'est sur le plan éthérique. Sur le plan physique, cette calcification est produite par quelque chose. Dis-moi ce que tu vois. C'est bizarre mais je vois du sucre. Mhm. Quoi d'autre? Le sucre. Je vois que ça, du sucre. Mhm. Si je te dis fluor, eau minérale, Oui, en petite quantité, mais j'ai vraiment l'impression que enfin, ce que je vois le plus, là, ouais, en visuel, ce que je vois le plus, c'est vraiment du sucre. Enfin, le sucre qui est modifié, pas complet, le sucre de base qu'on trouve au supermarché. Ça qui est en très grande mhm. quantité. Ok, Le reste, c'est beaucoup plus subtil, ça peut rentrer en compte, mais moi, je vois le sucre, essentiellement. d'accord. J'aimerais savoir s'il y a des méthodes, si tu vois des méthodes pour décalcifier cette glande pinéale. Euh, Bon, la première chose que j'ai vue physique, c'est de l'eau comme purifier, nettoyer les apports qu'il y aurait pu y avoir dans le corps, mais euh, ça passe aussi énormément par ce truc de rejet que j'avais dit tout à l'heure, qui n'était pas utilisé, etc. Il faut en parallèle de ça, j'ai l'impression, utiliser cette glande, la remettre en fonctionnement. Comme ne plus rejeter cette part de choses qui est à l'extérieur et qui constitue cette nourriture pour le corps, qui est importante. Mhm. Mais quand tu dis rejet, comment tu le vois ce rejet? C'est comme c'est une perspective très matière où tout se... Ouais, c'est quand tu perçois uniquement une seule réalité et que
c'est ouais, toute cette partie là, toute cette deuxième fonction des organes est rejetée et ça se répercute sur cette glande-là. D'accord. Si je te parle des centres d'énergie, est-ce qu'ils sont reliés à cette glande pinéale? Comme, comme tous les autres organes, tout est relié en fait. C'est vraiment comme une toile d'araignée où tout serait relié ensemble. D'accord, donc Oui. si, que ce soit, alors s'il y a, imaginons la glande pinéale qui n'existait pas, ou un ou deux centres d'énergie, ou en fait il n'y a rien qui fonctionnerait du tout. Disons que c'est un peu comme le fonctionnement du cerveau qu'on a, où tu sais, quand on dit qu'il y a une zone qui fonctionne pas, ça se répare, etc. Ça peut compenser, mais il y a un déséquilibre. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une compensation qui va se faire, mais il y a un déséquilibre, on peut tomber malade, etc. Enfin, c'est très compliqué quand il Mhm. y en a un qui n'est plus là. D'accord. Si je te parle d'une tumeur dans la zone de cette glande-là, Mhm. qu'est-ce qui se passe sur le plan éthérique? C'est comme si l'information était rétrécie, comme si tu avais un entonnoir qui rétrécissait le débit d'information. C'est moins fluide, il y a moins de choses qui passent. Mhm. Sur le plan physique? C'est c'est toutes ces informations d'hormones qui fonctionnent de la même manière en entonnoir. Il y a moins de choses qui sont produites. Mhm. Qu'est-ce qui a plus d'influence sur euh, les conséquences d'une tumeur? C'est les informations données par le physique ou les informations données sur le plan éthérique? Les deux sont tout aussi importantes. Il n'y a pas tellement. On pourrait privilégier les informations éthériques qui aident à guérir, mais quand le corps fonctionne mal, enfin, j'ai vraiment l'impression que tout fonctionne Hmm. ensemble et quand il y en a un qui est déséquilibré par rapport à l'autre, Ok, ça a du mal à fonctionner. ok. Alors, on va se projeter sur une personne qui a une tumeur dans cette région-là. Mhm. Et elle va décalcifier sa glande pinéale avec une méthode de respiration qui est a priori efficace, qui consiste à prendre de l'air, à contracter les muscles du périnée, contracter les muscles du ventre et si possible les muscles de la poitrine, arrêter de respirer quelques secondes, provoquer des vibrations au niveau de la glande pinéale afin que les petits cristaux se détachent et reprendre sa respiration. Ça, c'est une méthode qui existe aujourd'hui pour décalcifier la glande pinéale. Par rapport à cette tumeur, imaginons cette personne utilise cette méthode. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? En fait, déjà, la méthode en elle-même sur la glande pinéale fonctionne essentiellement sur l'intention. C'est pas tellement le mouvement du corps ou quoi que ce soit, c'est l'intention.
C'est, Mhm. pour moi, c'est placebo. C'est toi qui décides que tu changes la donne. Il y a pas tellement de, je ressens pas tellement de changement par rapport aux, aux muscles qui bougent dans le corps. Mhm. Admettons, admettons, Mhm. L'intention est donnée 5 à 10 minutes par jour. Regarde ce qui se passe par rapport à cette tumeur. C'est comme, c'est comme si le corps avait une information donnée, de dire on doit s'occuper de cette zone-là. Le reste reste important dans tout son fonctionnement, mais c'est une Mhm. priorité. C'est comme si on lui donnait un ordre. C'est comme si tu reprenais le commandement de ton corps qui fonctionne automatiquement Mhm. et que tu donnais vraiment un point essentiel à dire on s'occupe de cette zone-là. Quels sont les changements à partir de là, physiquement, avec cette tumeur toujours? Physiquement, en fait, ce que je vois, c'est très imagé, mais c'est comme si on, on cassait les cellules comme ça, cancéreuses, et qu'on les faisait évacuer, en fait. Comme si on Mhm. les déplaçait et qu'on changeait la structure. Mhm. Donc il y a un impact direct sur la tumeur. Ouais, D'accord. c'est par petits bouts, en fait. Il y a des Mhm. petites choses qui se font. C'est lent, mais j'ai l'impression que si tu augmentes le temps et que tu vas plus loin, ça se modifie petit à petit. Mhm. En temps terrestre, combien de temps, à partir du moment où tu as posé l'intention jusqu'à la destruction de cette tumeur? Donne-moi un chiffre. Ça dépend de la grosseur de la tumeur. Là, Hum. j'ai taille moyenne. Si tu prends que l'intention, 500 ans. Si tu prends que l'intention. D'accord. Ok. Mhm. Si, quand cette tumeur commence à se désagréger et à être évacuée par le corps, qu'est-ce qui se passe autour? Comment réagit le corps? C'est de la reconstruction. Comme quand un bébé se construit dans le corps. C'est un peu la même idée. On reprend comme si le corps était capable de reprendre des cellules souches et de reconstruire ce qui a été Mhm. perdu. Est-ce que ça guérit uniquement la tumeur? Euh, oui, du coup, Les problèmes enfin, associés? comme ça change la structure, les problèmes qui sont associés changent aussi. C'est-à-dire Mhm. si, je sais pas comment ça fonctionne, mais s'il y a une zone qui est touchée cancéreuse et qui génère comme ça des cellules cancéreuses, au lieu de, je sais pas, générer des, euh, des hormones, si elle est réparée comme ça avec ce principe de cellules souches, ça recrée des hormones saines. D'accord. On va remonter un petit peu dans le temps, toujours sur le même exemple, la même personne avec cette tumeur. Mm. Avant que cette tumeur, il y a des choses dans le corps physique qui se créent. Évidemment, il y a quelque chose qui se passe puisqu'une tumeur apparaît. J'aimerais que tu regardes au niveau éthérique qui se passe sur les corps subtils avant la création de cette tumeur physique. C'est comme une programmation, comme un virus, c'est une programmation qui est fausse, qui arrive et qui entoure.
entoure chaque cellule, chaque être à l'intérieur. Et qui, c'est comme si cette intention, comme cette information pouvait modifier la structure, en fait. Pouvait aider la structure à se modifier. Mhm. Pourquoi il y a cette programmation qui se met en place? C'est c'est comme un sentiment, comme un trou qui resterait là, quelque chose qui, comme une problématique, c'est un trou d'énergie, quelque chose qui est pas réparé. Et ça me renvoie, tu sais, à cette idée de corps qui va chercher des solutions. C'est comme si cette solution-là, elle avait jamais trouvé de, enfin, ce problème-là avait jamais trouvé de solution grâce à ce corps qui part. C'est comme si c'était toujours resté là et Mhm. stagnant et c'est comme si ça s'infusait petit à petit. Ok, et si je te dis, on reste toujours sur ce plan éthérique, et là je te dis, l'intention est posée avant que cette tumeur arrive, toujours sur le plan éthérique. Qu'est-ce qui se passe avec cette programmation? L'intention est posée. Quelle intention? De quelle intention tu L'inten- parles? Alors, toujours la même chose que tout à l'heure sur cette respiration, cette intention qui est posée. Donc cette intention, tu veux que je la mette avant que la tumeur Voilà, apparaisse. avant que la tumeur n'apparaisse. Pose cette intention avant que la tumeur apparaisse Mm. et regarde ce qui se passe sur le plan éthérique. Ça, c'est comme si en fait le problème était comme des pics, hein, comme une boque de châtaigne. Ça fait comme adoucir les bords. Ça adoucit les bords petit à petit. C'est comme un pansement que tu vas mettre, qui va Mhm. éviter de d'égratigner. Mais le problème est toujours là. Il faut trouver comme le corps fait, essaie de trouver la solution au problème, mais l'intention, elle permet de d'arrondir les angles et d'éviter que le problème n'arrive trop vite. D'accord, je vois. Ok. Estelle, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, Tu vois autre chose? Non. non. Très bien. C'était la dernière question. Tu peux te déconnecter maintenant de toutes ces images. Et je vais compter de 1 à 3. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza,
cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno
degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare
a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo
conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.